Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Innes We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous allons voyager dans l'univers d'Alexis Châtenay, cofondateur de Cook Run. Cook Run est une entreprise d'alimentation bio, artisanale et engagée. Tout commence par une passion, celle du sport et d'un mode de vie sain, amenant Alexis à repenser l'alimentation des athlètes et des aventuriers du quotidien. Alexis nous livre tout sur la création des produits Cook Run qui allient performance, goût et respect de l'environnement. Cet épisode est une invitation à explorer les coulisses d'une aventure entrepreneuriale audacieuse où chaque décision reflète l'engagement pour une planète plus verte et une société plus consciente. Cook Run a développé des barres énergétiques, des repas déshydratés et d'autres produits, toujours dans le respect de leurs valeurs fondamentales. Quelle est la réalité derrière les produits Cook Run? Quels sont les ingrédients clés qui garantissent leur qualité? Et comment ont-ils réussi à créer de nouveaux produits tout en préservant leurs valeurs nutritionnelles et en évitant l'ultra-transformation? Ne manquez pas cette occasion de nourrir votre esprit et peut-être partirez-vous à l'aventure. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Salut Alexis et bienvenue dans notre talk. Comment ça va aujourd'hui? Salut Mehdi, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie. Tu es le cofondateur de Cook Run, une marque de nutrition biologique et engagée pour nourrir tous les aventuriers. Mais avant de parler de cette aventure, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel a été ton parcours? Ouais, avec plaisir. Écoute, moi je suis Alexis Châtenay, je suis donc cofondateur de Cook Run et avant ça, je suis issu d'un parcours engagé dans la pratique sportive, dans l'accompagnement des sportifs et de tous les aventuriers dans leurs projets. En fait, j'ai commencé très tôt à accompagner des gens dans la pratique sportive, parce qu'à 14 ans, je donnais déjà quelques cours de tennis pour dépanner dans des clubs. Ensuite, je me suis mis à l'athlétisme, mais comme ils savaient que je donnais un petit peu de cours de tennis, le club avait besoin d'aide pour encadrer, donc je me suis retrouvé aussi à filer des coups de main pour encadrer de l'athlétisme, et j'avais 16-17 ans. Et ça me bottait bien. J'aimais bien accompagner les gens, être la petite main de la performance. Et j'en ai fait le plus tôt possible mon métier. Donc en fait, à 18-19 ans, moi j'ai passé mon BE d'athlétisme, mon brevet d'éducateur sportif en athlétisme. Et puis ça a été mon métier pendant de nombreuses années où j'ai entraîné en épreuve combinée, j'ai accompagné des sportifs dans leur prépa physique sur d'autres disciplines aussi. J'avais toujours un pied dans le tennis, et puis dans le foot, dans le rugby, dans le foot américain, et j'ai développé comme ça toute une carrière autour de ce qu'on appelle le coaching. Et dans ces années-là, c'était plus voilà, éducateur sportif, prépa physique. À la suite de ça, j'ai quitté le monde de la performance pour quelques années parce que d'être tout le temps sur les terrains, parce que j'avais envie d'autre chose. Euh, et j'ai profité de ce retrait pour me former en nutrition sportive. Alors, pas n'importe comment. Moi, je voulais avoir un regard sur. Là, c'était dans les années 2006-2007. Euh, je voulais déjà questionner un petit peu l'alimentation vivante du sportif, questionner l'alimentation bio, questionner la nutrition, et pas que sur un aspect purement diététique où on compte les kilocalories et les protéines pour le sportif. Donc, je me suis formé en naturopathie. Donc pendant 3 ans, j'ai fait un cursus de naturopathe pour arriver avec cet éventail d'outils et venir parler un petit peu différemment aux sportifs. Donc ça m'a permis en 2010 d'ouvrir mon cabinet qui s'appelait Santé Performance, que j'ai eu pendant plus de 10 ans à Angers. Et avec Santé Performance, j'ai accompagné des sportifs de tout niveau dans leurs défis, dans leurs pratiques, dans leurs réformes alimentaires, d'hygiène de vie, etc. Et ça m'a permis de continuer de travailler avec le haut niveau. Alors, j'ai accompagné des sportifs olympiques,
Même en prépa physique, je continuais à accompagner des gens comme Georges Horry, qui était champion d'Europe de boxe, que j'accompagnais sur la diète et sur le sport. Et j'ai même travaillé dans le foot, puisque j'ai travaillé en Ligue 2 au SCO d'Angers. Et puis après, sur la fin de ma carrière, entre guillemets, sur cet aspect-là de ma vie, je travaillais au FC Nantes. J'ai fait 3 saisons sur la responsabilité de la nutrition, de la composition corporelle des footballeurs en Ligue 1, quoi. Donc là, je t'ai dressé un petit peu un accéléré sur tout ce parcours un peu atypique, mais qui a toujours été teinté de défis sportifs et de pratiques, de dépassements. C'est vraiment ce qui me plaît, ouais. Et donc en 2006-2007, tu te lances du coup, pour apprendre de la nutrition. Est-ce qu'il y a un déclencheur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait pourquoi tu te lances, là-dedans? Ouais, bah, déjà, je pense qu'à titre personnel, j'avais cette sensibilité-là en fait, déjà à l'époque, moi, j'étais végétarien. Dès 2000, ouais, à 18 ans, moi, 18-20 ans, je suis devenu végétarien strict pour plusieurs raisons. Et puis, ça questionnait du coup tout de suite le rapport à l'alimentation. Et les sportifs que j'accompagnais, c'est un sujet qui revenait. Mais pas comme aujourd'hui où tu en entends parler partout. C'était plus des discussions de terrain. C'était les athlètes qui viennent voir le coach. Ouais, mais en fait, moi, je sais pas trop quoi manger. J'ai encore lu un article où il paraît que c'est pas bien de manger des nouilles. Mais alors, tu en as un autre qui disait, mais si, c'est bien de manger des nouilles. Et puis l'autre, tu arrives dans un club de sport où on te dit, bah voilà, de toute façon, le rituel avant le match, c'est purée. Et puis on mange des madeleines et du 4 quarts à la mi-temps. Enfin, tu vois, tu arrives dans des trucs comme ça qui, moi, comme je questionnais déjà la performance plutôt d'un point de vue prépa physique, plan d'entraînement, etc., tu essaies de te dire, OK, quels sont les leviers que je peux optimiser? J'ai la main sur quoi? Bah, j'ai la main sur mon plan d'entraînement, j'ai la main sur la technique, sur le geste, sur l'apprentissage. Et cet aspect-là, qui relève aussi un peu plus de la sphère intime, familiale, bah, tu sens que ça questionne, tu sens que c'est géré aussi un peu par habitude. On le fait parce que ça se faisait, parce que le mec qui gère la mi-temps ou la pause dans le bus pour partir en compète, bah, c'est parce que lui, avant, il était athlète, alors du coup, il fait comme il faisait, il propose à tout le monde. Et je sentais que c'était un sujet qui n'était pas très réfléchi, pas très travaillé, très très loin de la science. Et puis bah, ça m'a botté, quoi. Donc je pense que l'élément déclencheur, il est à la fois dans ma vie perso, parce que je m'y intéressais pour moi, et puis, à force de discuter avec les athlètes et qui avaient ce besoin mais qu'est-ce que je dois manger, quoi? Parce qu'en fait, je ne sais plus. Et là, vraiment, c'était déjà dans les années 2000, quoi. Et donc pour toi, la nutrition, c'est vraiment important, ça a un vrai impact sur, l'entraînement, sur la vie au quotidien? Bah, naturellement, alors ça paraît, ouais, ça paraît, moi, de mon point de vue, une évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'importe qui se lance dans un projet va être, va devoir regarder le sujet de la performance. Alors pas forcément la performance vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais c'est souvent, je ne vais pas dire forcément, mais c'est souvent une performance au regard de soi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne te lances pas dans une pratique si tu n'espères pas demain après-demain être meilleur qu'aujourd'hui. Sinon, tu n'irais pas t'entraîner, tu n'irais jamais sortir de ta zone de confort. Donc, de toute façon, tu es obligé de faire face à ce défi qui est j'ai envie de performer. Même pour moi-même, même si je ne m'inscris pas à une compète, de toute façon, j'ai ce souci de progression. Et on ne peut pas questionner le champ de la progression et de la performance sans questionner le champ de la santé. La physiologie fait, le corps humain, le vivant fait, que si tu n'es pas en parfaite santé, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas performer. Et tu ne peux pas sortir le sujet de la santé, le mettre à part du sujet de ce que tu manges, puisque ton corps va se construire littéralement avec ce que tu lui donnes à manger. Et donc, par effet de cause et de conséquence, tu ne peux pas aller questionner la progression, le défi, sans questionner ce que tu manges. Donc, ouais, pour moi, c'est limpide, c'est lié, c'est la physio, c'est le vivant. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et donc du coup, je sais plus en quelle année, tu as dit là, tu as entraîné un peu le FC Nantes. On est Ouais. en quelle année là? Le FC Nantes, c'était de 2018 à 2021, où j'ai pris les rênes du sujet de la nutrition et de la compo corporelle là-bas. OK, et donc du coup, c'est à ce moment-là, également que tu lances, Cook and Run? Un peu avant, il y a eu toute une période où j'avais eu plusieurs métiers en même temps parce que je continuais à entraîner, à avoir mon cabinet. J'étais prof à la fac de sport à Angers. Je faisais des interventions pour la MSA 49 aussi. On faisait de la prévention de blessures, de l'accompagnement physio sur des métiers à fort engagement physique, donc la maçonnerie, les lagages, etc. Donc tu vois, j'avais toutes ces missions en même temps. En même temps, j'étais dans le foot.
Mais il y avait ce rêve aussi de m'associer avec mon pote d'enfance Alexandre, qui est cuisinier, sur ce sujet mais en fait, le marché de la diète sportive, il est hyper tourné vers de l'ultra transformé, vers de l'ultra chimique. Moi, dans mon cabinet, en tant que naturopathe, il y a plein de trucs que je conseille pas. Et puis des fois, je sais même plus quoi conseiller tellement le marché a une offre un peu décalée de ce qu'il faudrait manger finalement. Puis en plus, les sportifs en ont ras-le-bol, c'est pas bon, ça fait mal au ventre, c'est pas digeste. Tu as une vingtaine d'ingrédients dans n'importe quelle bar que tu achètes dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé. Enfin, c'est l'enfer total. Et donc, en parallèle de tout ce que je faisais sur ces sujets-là, d'accompagnement, de pédagogie, ben, j'avais à cœur d'essayer de proposer autre chose. Donc, c'est là où j'ai branché Alexandre pour lui dire, écoute, c'est peut-être pas si compliqué de faire des recettes simples avec 4-5 ingrédients et puis de nourrir les gens comme il faut sur ces sujets-là. Avant de parler de Cook and Run, c'est quoi pour toi le bien manger? Là, le bien manger, c'est manger adapté. C'est-à-dire qu'en fait, le bien manger, la notion de bien manger, c'est adapté à un objectif. Alors, l'objectif, ça peut être, pour la population générale, d'être en bonne santé. Donc, bien manger pour être en bonne santé, c'est déjà un objectif en soi. Bien manger pour être champion olympique de telle ou telle discipline, c'est un autre objectif. Et c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, tu as des choses qui vont être transversales. Tu as des thèmes qui sont transversales parce que ton corps humain, que tu cherches à être juste en bonne santé chez toi, ou que tu cherches à ultra performer pour être au sommet mondial d'une discipline à très haute intensité, tu as des thèmes transversaux et tu vas juste adapter certaines choses aux contraintes que tu vas appliquer. Donc, bien manger, c'est manger adapté à tes objectifs et aux contraintes que tu fais vivre à ton organisme. Du coup, avec Cook and Run, c'est quoi les valeurs, au démarrage? Alors, les valeurs au démarrage, c'est tenir un cahier des charges, de proposer une alimentation simple, bonne, en goût déjà, et le plus brut possible, le plus proche du naturel possible. Donc le plus digeste, le mieux assimilable. Et ça a été le cahier des charges pour répondre en fait au principe même de progression. C'est que moi, j'ai passé mon temps depuis, je te dis, enfin, j'accompagne les gens depuis que j'ai 14 ans, et à force, ça fait un moment que j'ai 14 ans. Donc, je répète toujours la même chose depuis toujours, c'est de dire, si tu veux progresser, en fait, tu vas créer des contraintes, tu vas créer un espace et un temps pour vivre des contraintes, tu vas stresser ton organisme et il va être obligé à s'adapter. La progression, c'est de l'adaptation. Et pour soutenir cette adaptation physiologique sur un stress donné, ton corps, il est obligé d'utiliser des éléments. Il est obligé d'utiliser des éléments constitutifs que tu vas trouver dans ton assiette, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel par magie. Donc, ce que tu ne donnes pas, ton corps ne l'aura pas. Il y a des choses qu'il peut resynthétiser, il y a des choses qu'il a en stock. Mais globalement, sur une échelle de temps suffisamment longue, ton corps va se construire vraiment avec ce que tu lui donnes. Et donc, s'entraîner, progresser, s'éclater dehors, être vivant, c'est continuellement réagir à un stress physiologique et t'adapter. Pour être à l'aise sur ce terrain de l'adaptation, il faut que tu manges un certain nombre d'éléments. La plupart du temps, pour être le mieux assimilé possible, au plus proche du naturel, au plus proche du vivant. Et donc ça a été central dans la construction de nos recettes et des produits chez Cook and Run. Donc, moi, je ne pouvais pas avoir passé des années à parler de ce schéma-là, à dire ça même à très haut niveau. Je veux dire, c'est là ce que je te dis là, c'est ce que je disais au FC Nantes, c'est ce que je disais à des athlètes olympiques, c'est de toute façon, ça marche comme ça. Après, ce que tu fais pour y arriver, on a plein de chemins pour arriver à faire ça, mais de toute façon, ça marche comme ça. Et à partir du moment où je disais ça, j'allais pas faire des produits Cook and Run qui ne cochaient pas ces cases-là. Donc là-dessus, on a rajouté un cahier des charges où on avait la volonté de réussir à travailler en 100% bio et sans sous-traitance, pour justement pouvoir maîtriser tous les aspects qui nous intéressaient, pour sortir de l'ultra transformé, pour pas être bridé dans nos recettes par des process industriels qui auraient forcé à tirer vers le bas l'expérience qu'on voulait, que ce soit le goût ou la densité nutritionnelle ou je ne sais pas quoi, mais enfin bref, tous les process industriels, d'ailleurs, je ne sais pas parce que nous, on ne les a pas, donc je ne sais même pas ce que font les industriels, mais ça tire le produit par le bas parce que des cadences, parce que des contraintes de cahier des charges, etc.
Donc on avait ce cahier des charges-là, de se dire: «Mais nous, on va être artisans du truc, quoi. On va les faire nous-mêmes, on va gérer notre production et on va construire l'outil de production autour des recettes qu'on veut faire». Donc on va mettre nos contraintes, on va mettre nos cahiers des charges et on va fabriquer l'outil nous-mêmes et on va développer l'outil de production autour du produit et pas l'inverse. On va pas, faire rentrer le produit dans une case d'un cahier des charges de production. Parce que ça, dans tous les domaines de l'agroalimentaire, ça tire les produits vers le bas. C'est-à-dire que tout le monde veut faire la même saucisse, et tu changes juste la farce à l'intérieur et globalement, ça va tout le temps faire un truc dégueulasse à la fin. Et les barres énergétiques, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as des gros fabricants qui te sortent les mêmes barres pour tout le monde. Tu remets un peu plus de fraises, un peu moins de chocolat, et puis tu as une barre différente, mais globalement, ça tire vers le bas. Donc voilà, nous, pour répondre à ta question, le cahier des charges, il était un produit Cook and Run est fait chez Cook and Run, et comme ça, on a le cahier des charges qu'on veut. Du coup, en quelle année vous vous lancez? On a créé Cook and Run officiellement en 2018 et en 2017, on faisait déjà des petits tests dans la cuisine du resto d'Alexandre, en mode pirate pour voir un peu ce que ça donnait, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, comment vous vous êtes lancé? Par quoi vous avez commencé? On a commencé par les barres énergétiques, par deux recettes qui existent toujours d'ailleurs et qui n'ont pas beaucoup changé. Les deux recettes de barres à la banane, de base de banane. On fait nous-mêmes la pâte de banane avec des bananes séchées. Et ça, on les a testés dans le resto d'Alexandre assez rapidement. Et en fait, je crois qu'en une après-midi, on avait déjà les deux recettes qui étaient cool. On s'est dit, ouais, c'est bon, on va y arriver. Mais bon, on avait fabriqué 8 barres. On savait faire 8 barres. Voilà. Et après se pose la question de, OK, et maintenant on fait quoi? Et là, c'était drôle. Et du coup, bah, par quoi vous avez commencé pour, pas forcément vous faire connaître, mais, bah, du coup, apparemment, il avait un restaurant. Est-ce que vous avez fait goûter aux personnes dans le restaurant ou vous êtes sortis? Comment vous Non, avez fait? on a utilisé plutôt le réseau que j'avais moi sur mon cabinet où j'accompagnais les sportifs, et on avait déjà tout un petit panel de sportifs de haut niveau à qui on a fait goûter en off, tiens, qu'est-ce que tu en penses, la texture, l'assimilation. Alors, en fait, rapidement, on a réussi à obtenir des résultats tests dans des contraintes de ouf. Parce qu'en fait, on faisait goûter à des gens qui s'entraînaient 13-14 fois par semaine, des gens qui faisaient des 100 bornes, des 24 heures, qui nageaient dans le froid, qui allaient dans le chaud. Enfin bon, bref, avec les gens qui passaient dans mon cabinet, moi j'arrivais à refourguer des échantillons à droite à gauche pour avoir un retour. Et puis on était un peu agréablement surpris parce que la plupart des retours étaient cool. La grande majorité des retours étaient hyper cool. Genre, hey, ça change, c'est bon, ouais, je l'assimile bien, pourtant moi d'habitude c'est galère. Enfin bref, on disait ouais, cool. Ce qu'on essayait de faire, c'est en train de prendre, quoi. Et pour toi, le fait que ce soit bien assimilé, c'est parce que c'était des bons produits à la base? Ben oui, en fait, là, c'est très clair. Et puis, d'ailleurs, je ne vais pas faire l'affront de citer des études parce que je les ai pas en tête. À une époque, je les avais un petit peu plus par cœur, mais je suis moins conférencier qu'à une époque. Mais les études le prouvent, les vitamines de synthèse sont moins bien assimilées que les vitamines naturelles, et donc au plus près de la matrice originelle de l'aliment, au mieux tu assimiles. Et ça paraît sensé une fois qu'on le dit. Une fois que tu questionnes l'ultra-transformation, OK, on sait maintenant on commence à savoir ce que ça fait. Bah, à l'opposé, tu as ce que tu trouves directement dans la nature. Et d'ailleurs, à un moment, on passe notre temps aussi à lutter contre le marketing bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de magie non plus dans une barre énergétique Cook and Run, hein. C'est n'importe qui peut faire une barre énergétique Cook and Run. C'est juste ce qui est chiant, c'est de le faire. Il faut avoir envie de le fabriquer, faut avoir une solution pour l'emballer et puis pour que ce soit équilibré. Mais tu mélanges 4-5 fruits secs avec des oléagineux, voilà, ça va fonctionner pareil, il n'y a pas de magie. Et moi, je fais pas d'allégation de santé particulière ou d'allégation de performance sur les produits. Ce serait n'importe. Enfin, moi, je valide pas ça de dire ouais, mais avec ça, tu vas super bien récupérer, puis avec ça, tu vas super bien performer, puis avec ça, ça va être endurance 2000, et puis avec ça, tu vas aller au sommet de je sais pas quoi. Non, tu te nourris naturellement au plus proche de la nature. Moi, mon job, c'est que ce soit bon, pratique, en plus joli, et je te raconte une belle histoire et tu es content de partager cette expérience et d'avoir ce produit dans ta poche. Puis tu en consommes d'autres, et puis des fois, tu emmènes juste des fruits secs dans ta poche, et puis tu achètes une banane, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Et c'est tout, hein, le kiff, il est là, hein. Nous, on accompagne l'aventure en étant au plus proche de la nature, c'est tout. Bah, d'ailleurs, tu parles d'aventure, tu parles d'aventurier. C'est quoi ou c'est qui, un aventurier? Ah, moi, je pense que tout le monde, à partir du moment où il met un pied devant l'autre, il est déjà dans un petit sujet d'aventure et questionne l'esprit d'aventure. Chez nous,
on a trouvé, ce petit biais-là pour parler aux gens, qui avaient envie de manger du cook and run. C'est que, pour moi, tous les sportifs sont des aventuriers et j'entends par là, que sont des gens qui cultivent un certain esprit d'aventure. Tu peux pas, peu importe le niveau, mais tu peux pas aller t'acheter une nouvelle paire de baskets, tu jamais couru de ta vie. Il y a une impulsion qui te pousse à aller acheter une paire de godasses et à aller courir 3 km, 4 km, juste un quart d'heure, on s'en fout, sous la pluie un dimanche matin. Bah là, il y a déjà un esprit d'aventure. C'est qu'en fait, déjà, tu t'es ouvert à aller vivre une expérience que tu connaissais pas, à t'intéresser à un sujet et à aller éprouver dans ton corps, dans tout ce qui va se passer. Ça va être déjà une petite aventure. Et à l'opposé de ça, tu as, dans le même champ de pratique, des gens qui s'entraînent 13-14 fois par semaine, qui ont des objectifs, dont c'est le métier, qui ont une rigueur, un engagement, une préparation. Et ça relève aussi du champ de l'esprit d'aventure, parce que tu fais pas ça par confort. Personne fait en fait du sport par confort, globalement. Tu fais parce que tu sais qu'à partir du moment où tu vas expérimenter ces sensations-là, tu vas obtenir un plaisir. Un plaisir par le déplacement, de te dépasser, un plaisir parce que tu aimes bien être fatigué, tu aimes bien éprouver dans ton corps la sensation de raideur, de courbature, de ce que tu veux. Et ça relève de l'esprit d'aventure. Sinon, tu restes dans ton canapé à scroller ton Instagram. Bon, quand tu as envie d'aller vivre quelque chose, cet esprit d'aventure-là, pour moi, il est moteur. Mais tu as un esprit d'aventure aussi dans la littérature. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un roman que tu connais pas, découvrir un auteur que tu connais pas. Déjà, ça relève du champ de la découverte, de l'esprit d'aventure. Tu vas te questionner, te bouger, te challenger, comme on dit dans les startups. Et donc, les sportifs sont clairement des aventuriers. Et ensuite, tu as dans l'aventure du quotidien tout un champ aussi euh, tu subis aussi parfois un peu le rythme de ta vie, quoi. C'est-à-dire que le matin, tu as tout un tas de projets. Hein. Tu avais prévu de te lever, de bien manger, de faire un super petit-déj, de partir, d'avoir une journée relax, d'avoir le temps de bien manger le midi, pareil l'après-midi, puis le soir, impeccable. Et puis le lendemain, de faire pareil. Tu auras bien dormi et tout. Mais ça arrive combien de fois dans l'année? Ben non, la plupart du temps, tout le monde est à l'arrache. Tu as fait un petit-déj sur le pouce quand tu en as fait un. Tu as pris surtout un café en speed. Et après, tu as speedé et tu as subi toute ta journée. Et nous, on appelle ça des aventuriers du quotidien. C'est qu'en fait, ces gens-là aussi, il faut être capable de leur proposer des produits qu'on va mettre dans la catégorie snack. Mais nos barres énergétiques, on aime bien quand elles sont mangées par des gens qui ne sont pas des sportifs dans leur vie ou des aventuriers dans leur vie. Mais par contre, qui ont une vie d'aventurier. C'est-à-dire que, ouais, j'ai speedé, j'ai posé mes enfants à la crèche. Puis après, je suis allé bosser, puis j'ai fait une réunion, puis j'ai mangé un sandwich dans un train dégueulasse, et puis machin, machin, machin. En fait, le corps, il a besoin de s'adapter sur tous ces stress, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'adaptation, la progression, la réponse à un stress. Ton corps, à chaque fois, il produit des hormones, il tape dans ses réserves, tu réfléchis, tu t'adaptes tout le temps, tu es hyper sollicité, il faut nourrir le système nerveux, nourrir le cerveau, nourrir tes muscles, refaire ton glycogène, bref. Et ces aventuriers-là du quotidien, je trouve qu'on leur parle pas assez. On leur fait croire que eux, vas-y, mange un Snickers, puis tu vas voir, ça va bien se passer. C'est pas vrai, c'est des conneries. Ça. Du coup, dans la barre, par exemple, vu qu'on est parti sur la barre, c'est quoi les ingrédients qui font, que, les barres énergétiques, parce qu'on peut dire que c'est une barre énergétique, Cook and Run, sont de qualité? Elles sont de qualité parce qu'on s'intéresse à plusieurs points. Le premier point, c'est la densité nutritionnelle. C'est-à-dire que le principe d'une barre énergétique, c'est d'avoir de l'énergie dans un format pratique. Donc, tu as une densité de kilocalories dans un format pratique. Maintenant, ce qu'il faut questionner, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces kilocalories. Et là, on parle de densité nutritionnelle. Donc, dans une barre qui va faire, je raconte n'importe quoi, 200 kilocalories, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que tu pourrais très bien faire 200 kilocalories de sucre ultra transformé. Je peux te mettre dans ta poche 200 kilocalories de sucre ultra transformé et te dire, vas-y, roule, tout va bien. Mais non, tout va pas bien, parce que ton corps, tu vas pas avoir besoin que de sucre ultra transformé. Déjà, il n'a pas besoin de beaucoup. Par contre, il va avoir besoin d'un petit peu de gras, de tout un champ d'ailleurs d'acides gras essentiels. Il va avoir besoin d'un peu d'acides aminés, il va avoir besoin de fibres, de minéraux, de micronutriments. Donc, on s'assure, nous, dans nos recettes, d'avoir cet équilibre de densité nutritionnelle tout en respectant une notion de charge glycémique à la fin. Donc, on a ces deux champs-là, c'est densité nutritionnelle et équilibre de la charge glycémique. J'interromps l'épisode 2 minutes pour te parler de Goosey.
Goosey est une marque alimentaire que je développe en parallèle de mon travail actuel. Le but est de créer des produits alimentaires qui puissent simplifier ton quotidien tout en respectant ta santé et ton bien-être, sans rien laisser au hasard. La santé, l'apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, tout est pris en compte afin de proposer des super produits au bon prix. Le premier produit que j'ai développé est une collation équilibrée et pratique à emporter, permettant de maintenir une alimentation équilibrée en toutes circonstances et de garder un niveau d'énergie stable toute la journée. Parce qu'une journée chargée, un imprévu ou même un oubli, ça arrive à tout le monde. Et grâce au Nutstalk, tu bénéficies de 15% de réduction en utilisant le code NUTS, N-U-T-S. Rends-toi sur goosey.co, G-O-U-2-S-Y, pour découvrir la première saveur au cacao et aux amandes croquantes. Alors moi, je suis sur le site là, effectivement, il y a pas beaucoup d'ingrédients dans une barre, hein, c'est pâte de dattes, noisettes, purée de noisettes, flocons d'avoine. On est vraiment sur des ingrédients, bruts. Du coup, comment, vous les transformez vous, à l'atelier? Est-ce que, vous les combinez juste? Est-ce qu'il y a des procédés de transformation? Parce que tu as parlé de l'industrialisation, donc on sait que Mm. des fois c'est chauffé et cetera. Comment vous, Mm. vous faites? Nous, par exemple, sur l'exemple que tu as donné, ça va être du malaxage, du pétrissage, de l'assemblage, mais il n'y a pas de cuisson, on ne va pas déshydrater, on ne va pas cuire, on ne va pas congeler, on va rien faire de tout ce champ-là de l'industrie. C'est vraiment de l'assemblage et de la mise en forme, du compactage. Et là-dessus, on est vigilant d'ailleurs à pas trop, à utiliser le moins possible de pâte de date, parce que ça, c'est un peu l'aliment magique que tu retrouves dans toutes les barres, parce que c'est hyper facile. C'est la pâte à modeler des barres énergétiques, en fait. Et tu peux foutre tout ce que tu veux dedans, à la fin, ça va se tenir. Puis ça colle pas trop, puis c'est impeccable, tu peux avoir des cadences de ouf, ça reste, voilà. Donc cette pâte à modeler, par contre, c'est pas la panacée non plus. Tu as un index glycémique qui va être élevé, tu pas une densité nutritionnelle de dingue, c'est pas, l'aliment miracle, quoi. Et donc là, il faut se méfier, c'est que quand tu achètes une barre énergétique avec, de la pâte de date, il faut s'assurer que ce soit pas 90 de l'ingrédient. Parce que tu pourrais très bien faire une barre, que je te vendrais barre énergétique, 90 de pâte de date, je te mets une belle fraise déshydratée au milieu, arôme je sais pas quoi et puis roule, tu as une barre à la fraise. Par contre, bah oui, mais tu t'es nourri de quoi? OK, tu vas frôler les 150-180 kilocalories, mais tu auras donné quoi à ton corps à part, de la pâte de date? Et puis Pas la pâte de grand-chose. date, c'est aussi bien sucré. Voilà, donc nous, on essaie de faire un peu gaffe à ça et on a notamment, dans la gamme des barres où on n'en met quasiment pas, les 2 barres, à la banane ou la barre à la figue. C'est aussi pour proposer une alternative, c'est dire: «Bah, ouais, mais de temps en temps, tu es pas obligé de manger de la date et tu peux en manger moins» et il y a des recettes où on n'en met presque pas. Et dans nos 7 recettes, c'est vraiment, de l'assemblage, du pétrissage et de la «mise en forme» entre guillemets de barres, mais il n'y a pas de process de transformation, quoi. On va parler un peu des ingrédients du coup. La provenance, des ingrédients, est-ce que c'est important, chez Cook& Run? Ouais, c'est hyper important parce on a cette chance en tant que producteur de ne pas avoir d'intermédiaire, donc on a la main sur ça, puisqu'on fait. Et donc, en ayant la main, on est capable de mettre un cahier des charges et de faire des choix. Et donc nous, on fait le choix, d'avoir des aliments qui sont 100 bio, en commerce équitable à chaque fois qu'on le peut. Donc finalement, on est à plus de 80 dans notre gamme de sourcing, en commerce équitable et de pas faire voyager, les matières qui viennent de loin, on les fait pas voyager en avion. On prend que, des fournisseurs qui travaillent avec de l'appro en bateau. Donc OK, nos bananes, elles viennent d'Équateur, mais elles sont bio, elles sont en commerce équitable et elles viennent en bateau. Parce que là, pour le coup, vu le champ de matière qu'on travaille, bon, du fruit séché, de l'oléagineux, on a très peu en France. Le sourcing en France sur du bio de ces matières-là, il est assez compliqué. Donc il y a deux, trois trucs qu'on arrive à trouver en bio en France. Les graines de chia, par exemple, elles viennent du sud de la France. Je sais qu'on est en train de travailler une filière sur les noix pour qu'on ait des noix françaises bio dans les bars Cook and Run. Donc on est hyper alerte sur ces sujets-là, mais voilà, clairement, la date, la figue, les bananes, c'est des trucs qu'on n'a pas. Donc, une fois qu'on n'a pas en France sur le territoire au plus près, bah, on fait gaffe et on met en place un cahier des charges pour s'assurer que le sourcing il est aligné avec les valeurs du projet.
Est-ce que vous traitez directement avec les agriculteurs? Certains, on est en direct et pour d'autres, c'est via on a des intermédiaires qui sont des grossistes, d'appro, réputés, validés, voilà quoi. Mais quand on peut, ouais, on aime bien d'ailleurs parce que c'est cool, on peut, discuter vraiment de comment ça se passe et comment c'est fait. Tu as parlé de bateau, je suppose que ça amène quand même pas mal de contraintes, parce qu'en général, quand peut-être on a une petite boîte, on fait venir par avion parce que c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est plus rapide. Et du coup, quand on commence à faire venir par bateau, est-ce qu'il y a des choses à prévoir, parce que ça prend plus de temps? Non, pas forcément. Pour le coup, une fois que la machine est lancée, en fait, c'est un truc qui s'auto-entretient, hein. Bon, moi, c'est pas ma partie, ça, c'est vraiment Alexandre qui est directeur de la prod, hein, mais il gère ça de main de maître et puis les choses, arrivent, comme il faut. On travaille tout le temps. En fait, ce qu'il faut comprendre dans une boîte comme Cook and Run, c'est que c'est le client qui tire la fabrication de la barre. C'est toi, en l'achetant, qui va tirer une fabrication de barre, c'est pas l'inverse. Je fabrique pas un stock en me disant: «Bon, bah, maintenant, il y a les 3 mois pour le vendre». On fabrique tout le temps ce qu'on vend, donc on a très peu de stock. C'est une de nos responsabilités aussi quand on travaille l'agroalimentaire, c'est enfin, nous, tu vois, on s'interdit d'avoir, des pertes. C'est hors de question qu'on jette de la nourriture. Donc on travaille pas au stock, on travaille, en tendu de, ce qui est acheté, c'est fabriqué. On travaille tout le temps comme ça, une prod quotidienne et ça permet, d'avoir une fluidité sur les appros, sur la transformation, d'avoir très peu de stock et de proposer, toujours des super produits en magasin. Donc déjà l'expérience client elle est top. Toi, tu es sûr que tu gaspilles pas et ensuite tu es capable d'avoir une relation avec tes fournisseurs qui est tranquille, quoi. Donc je termine avec, la barre, du coup, pas d'ajout, d'additifs, pas d'ajout de sucre ou d'autres substances, Et tu as l'air déçu. Non, non, bah, non, on n'y arrive pas. Bah, non, on n'y arrive pas, on en a pas besoin, c'est pas bon, c'est un non-sens, c'est nul, enfin non. Non, non, mais moi je suis sur le cul, hein, quand je lis, je goûte plein de bars parce que forcément c'est notre métier, c'est le monde dans lequel on évolue, et je vois enfin je vois des recettes, je me dis: «Mais comment c'est possible d'imaginer que ça c'est bien ou que ça nourrit ou que ça a du sens?» Des fois, j'aimerais bien être une petite souris pour assister à des réunions de sortie de produits où tu dis: «Les mecs et les nanas qui ont validé ça, c'était exactement ce qu'ils voulaient faire, le goût qu'ils voulaient faire, top, super, on balance ça dans les mags et les gens ils vont en acheter des cartons». Mais c'est un non-sens total. Mais voilà, je sais pas, on rajoute rien. Je sais pas demain la veille parce que en plus, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça tire tout le monde vers le bas, toutes ces histoires d'additifs, machin. Et il n'y a pas vraiment d'excuses, en fait, à bah, le part prix des enjeux ils économiques, quoi. recherchent, c'est des personnes qui recherchent un prix le plus bas possible. Ouais, Faire, ouais, plus ouais, de mais il y a marge. vraiment que ça. Mais finalement, en plus, le prix le plus bas possible, pardon, il intéresse même pas le consommateur final, le voit pas. Parce que, bon, nous, on connaît la valeur des choses dans notre métier, combien ça coûte de faire une barre, combien ça coûte de la vendre. Et sauf que tout le monde vend au même prix à la fin. D'ailleurs, que ce soit une barre de 35 grammes, de 50 grammes, c'est tout le monde se rapproche des 3 euros. Tu te retrouves avec des produits à 150 euros le kilo, dans ta poche pour aller faire ton vélo, c'est du caviar, quoi. Et en fait, quand tu regardes dedans ce qu'il y a, tu fais, sauf qui peut, sauf qui peut. Donc voilà, ouais, non, je vends pas les cacahuètes que j'achète, je les revends pas au prix du pétrole, quoi. Ça, c'est juste pas possible. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'emballage, de tes bars. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui nous a intéressés dès le départ, quand on a créé Cook and Run parce que, bon, on est engagé à titre perso dans nos vies perso avec Alexandre, on se connaît depuis le lycée, ça a toujours été des sujets, qui nous ont intéressés et quand on s'est dit: «OK, peut-être que si on fait des bars, ça peut répondre sur le marché à des gens qui chercheraient des produits naturels comme ça» et puis nous, ça nous amuse, c'est fun et tout, mais tout de suite, il faut se questionner, c'est en fait, est-ce que le monde a besoin de Cook and Run en plus? Tu vois? Est-ce que les poubelles ont besoin d'emballage Cook and Run en plus de tout le reste? Et c'est des vraies questions, parce qu'en fait, à la fin, tu pourrais répondre: «Bah non, non, il y a pas besoin d'en rajouter, il y en a suffisamment des trucs et des machins». Alors on a décidé nous que si, parce qu'on y avait besoin, parce on estime qu'on répond à quelque chose qui n'existe pas forcément, parce qu'on est producteur en France, qu'on fait nous-mêmes, qu'on propose des produits, il y a très peu d'équivalents, on estime, et d'ailleurs les clients qui connaissent le disent aussi. Donc on s'est dit ok, on le fait, on y va.
Par contre, on fait gaffe à l'emballage parce qu'il est hors de question, qu'on donne, du fric à l'industrie pétrochimique comme ça sans réfléchir, à emballer des produits unitaires, qui vont finir dans la nature ou je sais pas où et ça, c'était un sujet qui nous questionnait vachement. Donc, tu vois, on a créé en 2018 et dès 2019, on a questionné ça et on a vraiment bossé le sujet, on s'est renseigné, on a travaillé avec des experts sur pas mal de domaines et la synthèse à cette époque-là de ce qu'on a fait, c'est de se rapprocher des emballages en plastique de bois. Tu en as qui disent, bioplastique, plastique de bois, plastique végétal. En fait, c'est de la cellulose de bois. Donc nous, on travaille, un emballage qui est pas en plastique pétrole, c'est du plastique en cellulose de bois. Alors plastique, en fait, ça veut dire quoi? La plastique, c'est une structure moléculaire. Certaines chaînes, une certaine molécule, ça s'appelle du plastique. Donc, ce plastique, il peut être issu du pétrole. Et ça, c'est cool, parce que c'est hyper pratique. Quand tu le chauffes, ça colle, ça peut fondre, c'est élastique, c'est pas cher. Enfin, voilà, ça protège très bien les aliments. Enfin, voilà. Mais bah, c'est de la pollution, de la micropollution pour des siècles, donc on n'avait pas envie de faire ça. Et tu as quand même des gens qui te proposent des alternatives. Et tu as ces plastiques biosourcés. Et le nôtre, il est en cellulose de bois, issu de forêt européenne certifiée. Et ça permet d'avoir un emballage sur lesquels on imprime avec des encres à l'eau, qui a un impact environnemental moindre, je ne vais pas dire à zéro, parce que c'est pas vrai, mais moindre que sur un plastique pétrole. Donc Et on est du coup, content d'avoir toute la gamme, sur ça. Toute la gamme de barres, elle est en cellulose de bois. et ils sont, alors je suppose, recyclables et est-ce qu'ils sont compostables? Eh ben, je vais être obligé de te dire non, ils sont pas recyclables. Parce qu'en fait, recyclable, ça veut dire que tu pourrais les réutiliser derrière. Et en fait, déjà sur l'emballage plastique pétrole de petite unité, emballage souple, ce qu'on appelle Flopac, hein, c'est le petit emballage comme tu vois le sachet de n'importe quelle barre. Ça, même quand c'est en plastique, c'est pas recyclable, hein, parce qu'en fait, on sait pas le faire. Alors ça arrive, hein, attention, on veille là-dessus parce qu'en fait, c'est la clé, c'est d'avoir un truc circulaire. C'est-à-dire, bah, OK, peut-être on est en plastique pétrole, et par contre, on l'utilise tout le temps, puis on le réutilise, puis on le réutilise, on le réutilise. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, même si tu as un truc aujourd'hui monomatériau qui va être jeté dans un bac jaune, il y a très peu de chances que la filière de tri derrière soit équipée pour le recycler en France. Donc, on n'est pas loin du greenwashing. Nous, c'est pas du tout recyclable parce que c'est de la cellulose de bois. Donc, à partir du moment où ça va arriver sur une filière de tri, parce que c'est à mettre dans le bac jaune, ça va arriver dans ta filière de tri, et là, ça va être reconnu comme méthanisable. Donc là, effectivement, c'est compatible industriel compost. Et les machines qui font le tri vont voir que c'est de la cellulose et que c'est pas du plastique, et ça va partir en méthanisation sur les filières qui sont équipées là-dessus. Ensuite, c'est compatible home compost, mais c'est très, 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 très challengé en ce moment par l'Union européenne, par la France aussi. Et donc, nous, on ne le marque pas dessus parce qu'en fait, d'un moment à l'autre, les réglementations vont changer. Tout le monde navigue à vue, en fait, hein. Là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on n'a aucun recul. Et nous, ce qu'on a préféré faire, quand on a fait la synthèse de tout ça, même, tu vois, j'ai discuté des heures avec Citeo, avec l'ADEME, avec la DGCCRF aussi, la répression des fraudes, en disant, bah, avec les juristes des emballages, ok, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu vois, on a essayé de faire une synthèse de tout ça. Et, la synthèse, c'est un, ne le jette pas dans la nature parce que c'est pas biodégradable. Deux, mets-le dans le bac jaune quand tu arrives chez toi. Et trois, moi je te dis dessus, mets-le dans le bac jaune et c'est un emballage issu du végétal. Mais je vais pas te dire c'est compostable parce que si ton compost il est mal géré chez toi, en fait tu vas juste faire un tas de marc de café avec 3 emballages Cook and Run, il ne va rien se passer du tout de très intéressant. Deuxio, le complexe qui forme l'emballage, ok, peut-être il va disparaître dans le compost parce que c'est prouvé, mais on ne sait pas vraiment l'impact que ça va avoir sur l'écosystème à cet endroit-là, X mois, X années plus tard en fait. Donc moi, je ne vais pas non plus me dire, ah ben c'est bon, mon truc est compostable, je dors tranquille, ça a disparu dans le fond du jardin de mes clients et je m'en fous. Ben non, en l'occurrence, je ne sais pas. Donc je préfère dire bac jaune. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu l'achètes, tu donnes pas un centime à la pétrochimie, quoi. Et c'est déjà pas mal. Combien de temps de conservation avec cet emballage?
Mais nous, on arrive à tenir 12 mois livrés en magasin. Donc, tu vois, nous, on met 14 mois en prod, le temps que ça arrive dans certains mags. On assure que 12 mois, il n'y a aucun problème. Et puis, on continue de faire des analyses régulièrement et on a vraiment zéro développement. Si elles sont bien conservées, tu vois, évidemment, il faut être quand même assez éloigné d'une source d'eau dans ton stock. Maintenant, tu pars courir avec, il pleut, il va rien se passer du tout. Ça, c'est pas un problème. Il y a des barrières. Par contre, tu la mets vraiment dans, je sais pas, à 80% d'humidité, stocké chez toi, 35 degrés, c'est pas fait pour. Ça, c'est très clair, quoi. Mais bon, personne ne stocke sa bouffe comme ça, donc tant mieux. Super, je te remercie beaucoup en tout cas pour ta transparence sur les emballages. Bah, nous, je dis toujours, on cache rien parce qu'on n'a rien à cacher. Alors, on répond aux questions. Maintenant, Cook and Run a bien grandi. Est-ce que tu peux me parler un peu des autres produits que vous proposez? Ouais, bah, c'est vrai qu'on a commencé avec les bars. Et dans cette promesse qu'on a, tu vois, on écrit un peu le projet de Cook and Run. À un moment, on se pose et on dit, mais nous, on veut nourrir tous les aventuriers, toutes les aventures. Et on veut essayer de proposer notre vision de l'alimentation à un plus grand nombre dans d'autres niveaux de pratique que juste la barre dans ton sac, dans ta poche, ce qui est déjà pas mal, mais voilà. Et donc, il y a 2 ans, je pense, on a lancé ce premier test de gamme bivouac où on fait des repas déshydratés. On propose des repas déshydratés pour le bivouac. Donc, la balade, la rando, où tu te poses devant ta tente et tu manges un truc cool et en mettant les critères Cook and Run, donc bon, bio. Là, on n'a que des recettes végétariennes, véganes, pour aussi aller parler à des gens qui trouvent pas, tu vois, clairement, demain, tu es végane, tu vas aller randonner, manger bio, c'est pas facile, hein. Alors, voilà, on s'est dit: «Bah, OK, on propose un truc, une alternative. C'est bon pour tout le monde et en plus, c'est compatible avec des gens qui feraient attention à certains critères dans leur choix alimentaire, peu importe, par conviction, par croyance, enfin, voilà, peu importe, mais on a envie aussi de pouvoir, faire que tout le monde kiffe quand il va dehors. Donc on a une gamme de repas, salés et là, à mettre sur le réchaud, du salé instantané, type taboulé, tu mets de l'eau dedans et puis c'est prêt. Et on a une gamme sucrée instantanée, là, c'est des porridge au lait d'amande en poudre, canon, fraises, myrtilles, et puis graines de courge, framboise, c'est très très bon. Et puis c'est cool, quoi, parce qu'en fait, quand même, quand tu vas dehors, tu pars randonner et on l'a tous fait. Tu finis avec des nouilles chinoises à 50 centimes sur ton réchaud parce que c'est léger, c'est pas lourd. Mais en fait, déjà, c'est dégueulasse. Tu finis avec 4 emballages, c'est un enfer et ça te nourrit pas. Enfin bon, bref. Donc, on propose autre chose. Ça, c'est la gamme bivouac qui est amenée à évoluer. On va continuer à développer des recettes parce que ce test se passe très bien. Et donc, il va y avoir des nouveaux produits qui vont sortir bientôt. Et on s'intéresse aussi là c'est plus un clin d'œil pour les gens qui aiment la marque, qui aiment l'univers. On a décliné les 7 recettes de nos barres énergétiques, on les a déclinées en 7 recettes de granola. Donc, tu vas retrouver le granola de la barre banane, coco, etc. Avec la particularité, comme on le fait nous-mêmes, de mettre des petits bouts de barre dedans carrément. Donc, bon, quand tu aimes une barre comme notre barre Élise, cacahuète chocolat, bah, c'est le kiff ultime, tu te fais ton granola Élise, cacahuète chocolat le matin. Donc voilà. Je te ferai pas l'affront de te demander si les produits sont bons. Je laisserai les auditeurs en tout cas tester et se faire leur propre avis. En tout cas, moi, j'ai aucun doute. Hem, Quelles actions spécifiques tu as entrepris du coup pour réduire l'empreinte environnementale de tes produits? Donc, on a parlé de l'emballage, mais et on a parlé aussi du bateau au lieu de l'avion. Est-ce que, Mmh. il y a autre chose que Canron fait? Ouais, il y a plusieurs champs d'engagement chez nous. Donc, dans ce que tu as dit. Ensuite, tout de suite, il y a aussi notre engagement qui est fort depuis 2019. On est adhérent à 1% pour la planète. Donc, ça veut dire qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une association de protection de l'environnement. Et ça, c'est un engagement fort pour l'entreprise parce que c'est 1% du chiffre d'affaires et c'est pas 1% de la marge dégagée. Et donc, c'est un vrai engagement dans ton modèle économique, dans la construction de ton entreprise. Mais on est hyper fiers de faire ça et ça porte l'engagement certifié, validé, où on accompagne, on ne fait pas juste un équilibrage de bilan carbone à la fin de l'année, on est en partenariat
avec les associations, avec 1%, et puis on avance tous main dans la main. Ça porte aussi, nous, nos collaborateurs en interne, tous, de se dire, bah ouais, on participe à ça. Donc ça, je ne dis pas que ça réduit l'impact de notre production. C'est pas fait pour ça. Ça est fait pour dire que quand tu lances un projet entrepreneurial, tu as une autre responsabilité que ta ligne comptable à la fin de l'année, j'ai gagné ou j'ai perdu de l'argent. Tu racontes une autre histoire. Tu as un impact parce que tu utilises des ressources pour proposer des produits. Et pour moi, ça peut pas être gratuit de faire ça. Même si que tu t'enrichisses ou que tu t'enrichisses pas à titre personnel de ton projet, tu as une responsabilité de dire que tu utilises des ressources, tu engages des gens aussi avec toi dans ton projet, dans ton aventure, et ben ça a un coût. Et le coût, il est que tu fais partie des gens qui ont un impact. Même s'il n'est pas grand, hein. Cook Run, c'est pas une grosse boîte, tu vois, mais on a un impact obligatoirement sur notre écosystème local, sur notre écosystème moins local et littéralement aussi sur un écosystème en Équateur parce que je vais acheter des bananes. Donc j'impacte forcément parce qu'en fonction du tonnage de bananes que je vais acheter, j'impacte là-bas. Et ben cet impact-là, je trouve qu'on a la responsabilité en tant que porteur de projet, chef d'entreprise, d'en avoir conscience dans ton quotidien, d'aller au-delà. Et des associations comme 1% pour la planète sont des bons vecteurs pour porter cet engagement parce que tu viens certifier avec des gens dont c'est le métier de flécher les dons, de valider des associations, de valider des projets, de s'assurer que les entreprises ne font pas du greenwashing, c'est pas du bullshit, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un point hyper important. Ça réduit pas, mais ça participe à équilibrer les choses. Voilà, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et on fait notre part à ce sujet-là. Et puis en interne, on travaille beaucoup ce qu'on appelle la démarche RSE. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on fait finalement en responsabilité dans notre boîte. Et donc, nous, là-dessus, on a une stratégie où on se calque sur les 17 objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Et puis, sur chaque critère des 17, on essaie de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en interne? Qu'est-ce qu'on peut faire juste de l'autre côté de la rue au sujet de faire des économies d'eau potable, de trier les déchets, d'organiser une collecte, d'organiser des dons, de flécher des assos. Enfin, on essaie de faire au niveau humanitaire aussi, comment on fait pour s'engager. Donc, tu vois, un exemple, c'est on est hyper fiers de travailler avec la fondation Calidris, qui est venue vers nous pour travailler ensemble. Et on achemine des bars Cook and Run en Ukraine depuis l'année dernière régulièrement. Il y a des bars Cook and Run qui partent sur le front dans un modèle économique où via la fondation, avec nous, on arrive. C'est pas que du don, c'est pas que du mécénat, c'est un accompagnement. Voilà, on fait tous un peu du chemin pour que ça fonctionne. Et finalement, c'est un win-win parce que tu arrives en fait à accompagner des trucs humanitaires comme ça, hyper engagés, tout en faisant quand même tourner ton entreprise parce que tu as la responsabilité que les gens qui travaillent puissent être payés aussi, parce que c'est ta première responsabilité quand tu ouvres l'entreprise le matin. Et puis voilà, donc on arrive aussi à se calquer sur des projets comme ça. C'est cool. Donc on n'est pas tout à fait dans le champ environnemental, mais on est dans le champ vaste de l'engagement. Après, au niveau environnemental, sur nos bars, c'est peut-être un peu moins visible, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand tu fais le choix d'être en vegan sur tes recettes, tu as aussi, on met pas de la protéine de vache dans nos bars, quoi. Parce que c'est aussi des modes d'élevage, des filières dont on sait qu'elles sont hyper polluantes, peu respectueuses des ressources et de l'environnement. Donc on fait des choix de recettes aussi pour se dire, voilà, on travaille des produits qui ont un impact moindre sur l'environnement. Mais le premier point là-dessus, parce qu'on le dit un peu de manière automatique, Cook and Run c'est bio, mais c'est pas bio par défaut, c'est pas bio parce que c'est facile, c'est pas bio parce que c'est la mode, c'est bio parce que c'est le premier point qui va nous certifier déjà que les fruits, les matières premières qu'on va acheter, n'impactent pas négativement l'environnement direct où c'est cultivé, qu'on n'est pas en train d'empoisonner avec des intrants de synthèse les gens qui travaillent, qui récoltent là-bas. Et ça, c'est quand même le premier point. Nous, le bio, c'est un engagement fort. Pour ces raisons-là, c'est pas juste un logo sur la barre, quoi. Donc ça, c'est moi, je préfère souvent passer du temps à réexpliquer ça parce que le bio a mauvaise presse. Si tu lis les articles, tu as une perte de confiance. Il y a tellement de labels bullshit qui sont venus dessus. Et c'est quoi au départ le bio, c'est un label fort et on est hyper challengé là-dessus.
La certification, elle est pas gratos. On est contrôlé 2 fois par an. C'est pas, c'est pas un petit engagement. Donc c'est le premier, c'est très clair et qui s'inscrit dans une démarche globale chez nous, qu'on essaie la plus cohérente possible. Tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, le bio, c'est avant tout, la préservation de la biodiversité et c'est pas juste un logo pour dire, «Regardez, je suis bio, et donc c'est bon mon produit», quoi. Non, c'est Ouais, avant tout pour éviter les intrants chimiques comme tu l'as dit, quoi. exactement. C'est très, très important. Et c'est le seul qui va vous certifier ça. Le label, je sais plus comment il s'appelle, zéro résidu de pesticides, je veux dire le mec qui a trouvé le nom déjà, ça questionne quoi. C'est OK. Et donc sur les autres produits, ça veut dire qu'il reste combien de pesticides? Et il reste 0, c'est-à-dire que vous en aviez mis combien avant et comment vous avez enfin bon bref. Voilà, non, le bio, c'est le seul qui aujourd'hui est capable de un des seuls. Après, tu en as d'autres associés, tu as Nature et Progrès, enfin voilà, mais ce premier label pionnier qui fait toujours référence, c'est pas du bullshit. Et même quand tu vois du bio chez Carrefour, du bio chez Lidl, le bio en France, il est contrôlé. Et il y a plein d'anecdotes quand on discute avec nos contrôleurs, de dire, qui nous racontent, mais tu as des bateaux entiers qui sont refusés, parce qu'en fait, le contrôle, bah, non, le contrôle randomisé, là, c'est pas OK. On pensait recevoir des légumes bio, ils sont pas bio. Bah, on ne décharge pas le bateau. Et ça arrive hyper souvent. Donc, il faut reprendre confiance là-dedans. Il y a des forts enjeux à faire perdre confiance dans ces labels-là. Et il faut tenir parce que c'est une petite bataille de tenir une cohérence sur les labels. Et nous, on ne fera pas volte-face là-dessus. Mais à nouveau, hein, c'est pas la facilité. Hein, c'est plus cher, tu es contrôlé, c'est plus de paperasse, c'est chiant, machin. Mais c'est la responsabilité. Tu fais pas, on fabrique, je le dis souvent à nos collaborateurs, c'est qu'à un moment, tu sais même plus que ce que tu fabriques, les gens le mangent. Tu sais, tu es dans ton quotidien, tu dis, bon, ok, on fait, ah, il y a telle palette, ça part là-bas, ouais, cool, super. Tu feras tant de milliers, tant de machins. Mais en fait, chaque bar que tu fabriques ici va être mangé par quelqu'un. Tu as une sacrée responsabilité. Et toi, tu as utilisé des ressources. Il y a quelqu'un a fait pousser des bananes, des figues ou je ne sais pas quoi. Et ça va finir là. Et en fait, dans toute cette chaîne de valeur, tu as une sacrée responsabilité. Donc, ça te tire tous les jours à être exemplaire. Et donc, ben, nous, le label, il est à 100% bio chez nous. Il n'est pas à 99%, il n'est pas à 98%, il est à 100%. Tu as parlé de difficultés, c'est quoi aujourd'hui, les plus grands défis auxquels, vous êtes confrontés? Oh, nous, c'est pas des défis industriels, c'est pas des défis en production, c'est des défis dans la distribution. C'est-à-dire que on n'est pas une boîte modèle startup, on a fait une grosse levée de fonds, on a un cash flow énorme, et puis du coup, on peut cramer de la pub sur Insta pour que tout le monde découvre nos produits. On a créé la boîte à deux, avec vraiment pas beaucoup de sous, et on a grandi de manière organique sans faire de levée de fonds. Et la première cuisine Cook and Run, c'était 15 mètres carrés. Donc là, on vient de déménager, on est dans 700 mètres carrés, c'est cool. Mais, on n'a pas ce truc on a une armée d'experts réseaux sociaux, médias, machin, et avec plein de fric à balancer sur Meta. Donc, nous, les enjeux, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, comment tu arrives à distribuer tes produits quand ton business a été de te centrer sur le produit. Parce qu'en fait, l'histoire de Cook and Run, c'est ça, c'est que nous, on s'est développé autour du produit. On a toujours mis la priorité à faire des produits de qualité, à les fabriquer nous-mêmes, à jamais lâcher par facilité sur des critères dont on a beaucoup parlé déjà. Une fois que tu as fait ça, tout ça c'est énergivore, ça prend du temps. Tes ressources, elles sont fléchées vers ça. Et pendant ce temps-là, tu as plein de gens qui ne connaissent pas Cook and Run, forcément. Et donc, nous, ce qui développe Cook and Run, c'est le bouche à oreille et c'est l'expérience de j'ai goûté, ah ouais, c'était vachement bon, quoi. Et puis, bah, tac, t'en parles à un pote. Ah ouais, c'est vrai, c'est vachement bon. Puis du coup, je l'ai mieux digéré parce que des fois, sur mon vélo, c'est mal passé, j'ai essayé tel truc, c'était l'enfer, en fait, c'était pas bon, machin. Bon. Alors, ce développement-là, il est très lent. Et nous, la difficulté, c'est ça, c'est en fait de réussir à s'acheter ce temps, entre guillemets, et d'accepter la frustration de ah, des fois, on se dit, putain, si plus de gens savaient à quel point c'est bon, ça nous faciliterait la vie. Mais voilà, notre aventure, elle a toujours été de se centrer sur le produit. C'est nos basiques, nos fondamentaux, c'est les piliers de la boîte. Et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Mais
la frustration, ouais, la difficulté, c'est ça. C'est ces canaux de distribution quand tu as pas le cash flow pour aller faire de la pub ou que tu as pas une armée de commerciaux sur la route, quoi. Mais bon, écoute, on s'en sort, on est toujours là, hein. On arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut aussi être un plat. Ah, alors, dans n'importe quel champ de bouffe? Ouais, OK, alors moi la food, c'est pas du snack heureusement, et je fais pas du snack avec ça, mais moi mon délire c'est les chips, quoi. Ah, tu me mets dans un paquet de chips, c'est foutu. Même quand elles sont industrielles dégueulasses, hein, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et tous ouais, les goûts, ouais, j'allais dire une saveur précise non, ou... non, 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 bah, quand j'en achète, j'essaie d'en acheter des bio, évidemment, mais je suis comme tout le monde, hein, des fois je craque sur un truc, et c'est pas bien, hein, paprika épicé, machin, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer pour moi. Mais donc, bon, j'en ai pas dans mon tiroir, et je fais pas ça, mais je suis à un apéro, tu m'invites à l'apéro, tu me mets des chips, c'est chaud, quoi. Ah ouais, je suis pas bien. C'est vraiment mon truc, je suis beaucoup plus salé que sucré. Super, bah, je te remercie beaucoup. Si on veut un petit peu plus de Cook and Run, où est-ce qu'on peut vous retrouver? En magasin, tu veux dire? Bah, un magasin, sur internet, tu peux tout donner, Ouais. vas-y balance. Mais en magasin, et pas là, j'ai pas en tête, vous allez, sur cookandrun.com, il y a la carte de nos points de vente, mais il est fort probable que la Biocoop pas loin de chez vous propose nos produits. Le Décathlon pas loin de chez vous aussi, parce que c'est nos 2 gros réseaux de distribution. Après, on a des magasins indépendants, course à pied, vélo, aventure, mais là, on a une petite myriade, donc il faut aller sur le site, regarder la carte pour faire vivre le magasin le plus proche de chez vous. Et si vous êtes vraiment, vraiment perdu ou que vous voulez des produits Cook and Run qu'on ne trouve pas en magasin, vous allez sur cookandrun.com et puis vous découvrirez notre univers. On mettra les liens dans les notes de l'épisode, comme ça ce sera facilement accessible. Super. Eh ben écoute, moi je te remercie beaucoup Alexis. En tout cas, j'ai passé un super moment, c'était génial. Cool. Merci beaucoup, Mehdi. Merci pour les questions et puis merci de donner chapitre à des petites entreprises comme nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.